Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du 11 janvier, dont voici les titres. Les négociations n'ont rien donné entre la frappe et le gouvernement. Le syndicat de la fonction publique annonce qu'il ira donc à la grève à partir de mardi. Il assure déjà que 90% des vols seront annulés à l'issue d'un bras de fer avec la présidence. Et pour en parler, Jean-Paul Ourima de la frappe est notre invité ce soir. Il nous dira pourquoi la voie du dialogue n'a pas pu être trouvée et jusqu'où il compte aller. La colère des riverains autour de la résidence à Mouyal sur les hauteurs de Punaouia. 18 ans de malfaçon et ça continue, cette fois avec les eaux usées des immeubles qui se déversent dans les jardins des voisins. À bout, ces derniers saisissent la justice. La menace de dépression tropicale est levée aux Australes. Pita faiblit. Le temps sera mauvais malgré tout, mais les vents annoncés seront beaucoup moins puissants. Les habitants se préparent toutefois à traverser quelques jours agités. Et puis, Mister Tahiti se prépare à Mister France en fin de journal. Carl Schumtan de Morea partira bientôt en banlieue parisienne pour tenter de décrocher le titre. Il nous rejoindra également sur ce plateau. La grève sera donc bien effective. Mardi, la frappe et le gouvernement n'ont pas trouvé d'accord, ni hier soir, ni ce matin encore. Des points d'achoppement techniques sur la revalorisation du point d'indice et sur la sortie de grève n'ont pas pu être levés. Ismaël Tayata, Théophane Territoua et Marcel Bonneau. 250 millions pour la revalorisation des rémunérations des agents de catégorie D, ce n'est pas vraiment le cadeau dont rêvait la frappe. Elle s'interroge sur l'attribution et la répartition de ces fonds. Elle veut des garanties, sans ça, cela équivaudrait à signer un chèque en blanc. 12 propositions sont à l'étude pour l'instant, seules 4 sont retenues au final. Des propositions qui apporteraient des éclaircissements sur la répartition des 250 millions. La frappe demande à ce que ces 4 propositions soient dévoilées aujourd'hui même pour valider ou pas le protocole de fin de grève. Le président Prudesson est catégorique, c'est non. C'est ce qu'on vous propose en convoquant donc en urgence un CSFP le 20 janvier, lors duquel seront à nouveau mises sur la table les 4 options du CSFP précédent, parce qu'il faut bien les remettre, et les dernières options qu'on a travaillées et qu'on est encore en train de travailler. Là, vous aurez l'intégralité des options au sein desquelles le Conseil des ministres, finalement, prendra sa décision le 29. Pour faire avancer les négociations, la frappe propose même de raccourcir la date de suspension de la grève au 29 janvier et plus au 1er mai. Le président imperturbable maintient sa position. Les syndicalistes décident donc de plier bagage. Là où c'est, là où ça me paraît inquiétant, c'est quand il a décidé quelque chose, il a dit non, c'est non, il n'y a plus de discussion après. Ça bloque. Je vois que vous avez vu, une fois qu'il a fini, il se lève et il s'en va. Nouvelle tentative de négociation ce matin. Les syndicalistes sont présents et souhaitent trouver une issue. Le président, lui, reste campé sur ses positions. Il préfère partir à la grève qu'une suspension, que notre demande, c'est de suspendre la grève jusqu'au 24, jusqu'à ce qu'on ait les documents qu'on réclame. Parce qu'il ne veut pas nous les donner maintenant. Il faut attendre le 20. Et donc là, il nous dit bonne grève. Donc c'est le président qui veut partir, qui en quelque sorte nous pousse à partir en grève, quoi. Un président en partance pour Paris ce soir qui ne veut pas plier l'échine. Une grève qui démarre mardi pour une durée indéterminée. Et en bref, les discussions avec le syndicat des taxis, elles, ont porté leurs fruits hier soir. La menace d'une opération escargot le jour de la rentrée est donc écartée. Les 2 réformes portant sur les licences de taxi et les licences de transporteurs touristiques auront lieu en même temps dans le courant de cette année. Jean-Paul Ourima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général de la frappe. Vous annoncez déjà partir à la grève à partir de mardi à 0h. Ce sera la 2e en 2 mois. Vous annoncez d'ailleurs un mardi noir, je cite, la paralysie du pays avec 90% des vols annulés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune fenêtre de discussion d'ici mardi ou ça reste une menace ?
C'est une situation assez extraordinaire. Là, nous avons un président qui nous laisse en plan comme ça, parce qu'il a un voyage à faire à Paris. La courtoisie aurait voulu qu'il parte l'esprit tranquille, avec des négociations abouties, etc. Et la signature d'un protocole d'accord de sortie de grève qui aurait contenté tout le monde. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a encore une fenêtre pour négocier d'ici mardi ? Une fenêtre d'ici mardi, il y a la ministre de la fonction publique qui est à Paris. Je crois savoir qu'elle doit rentrer demain ou lundi, mais maintenant le temps est très court pour pouvoir aboutir à quelque chose. Est-ce que vous avez encore un espoir de négocier ? Est-ce qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés ou est-ce que la grève sera effective mardi ? Nous avons toujours été de très bonne volonté. Eh bien non, on verra si la ministre de la fonction publique serait en capacité de prendre les bonnes décisions. Vous annoncez que ce sera un mardi noir avec 90% des vols annulés, on dirait que dans votre esprit, la décision, elle est déjà pliée. Si le cas échéant, si les choses ne tournent pas bien, etc., ma foi, on ira jusqu'au bout. C'est une menace alors ? Pardon ? C'est une menace alors ? Ce n'est pas une menace, c'est un préavis de grève. Le nôtre, il doit se terminer lundi soir à minuit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les pompiers d'aérodrome qui feront grève quand vous dites que 90% des vols seront annulés mardi ? Là, nous avons des représentants de la FRAP dans tous les services, dans la DAC. Nous en avons également dans d'autres services que nous pouvons actionner pour mettre en œuvre un mouvement d'ampleur. Donc c'est comme ça qu'on pèse sur les négociations ? Ce n'est pas forcément comme ça. Nous sommes pour le dialogue social. Maintenant, nous sommes face à un président qui se croit tout permis, qui se prend pour un roitelet, etc. Mais bon, il faut être sérieux quand même, à un moment donné. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des gamins. Nous sommes venus avec un projet, avec un tableau bien détaillé, etc. Lui, il vient avec une enveloppe de 250 millions. On lui demande, est-ce que tu as un projet à nous proposer par rapport à ces 250 millions ? Il est buté. Non, je ne vous présenterai pas de projet. Mais comment voulez-vous qu'on puisse négocier avec un partenaire de ce type-là ? Alors, on va l'écouter justement, puisque le président Monty Broderson a fait un live Facebook cet après-midi pour donner ses explications, son point de vue. On regarde un extrait, puis on en reparle juste après. S'ils ne veulent pas signer, ils ont toute liberté, bien évidemment, de ne pas signer. Mais que ceux parmi nos fonctionnaires, notamment les adhérents de la FRAP, et notamment au sein des adhérents de la FRAP, les catégories D, qui partiraient en grève, sachez que vous allez finalement partir en grève pour rien. En grève pour rien, puisque tout ce que vous voulez obtenir, c'est dans le protocole de sortie de ce préavis de grève. Alors Jean-Paul Brima, quand on vous écoute tous les deux, on a l'impression que c'est un petit peu un dialogue de sourds. Est-ce que cette grève, ce sera une grève pour rien ? Non, pas du tout. Dans notre esprit, il n'est pas question de lâcher l'affaire. Qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qu'il entend proposer justement aux 1856 agents de catégorie D qu'il y a en Polynésie française. En décembre, il était déjà question de négocier la revalorisation de leur point d'indice au mois de mars à la clôture des comptes administratifs. Vous étiez d'accord, semble-t-il ? Ça veut dire que vous avez changé d'avis entre-temps ? Non, c'est pas du tout ça. Lui, il confond, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Nous sommes en préavis de grève, ce qui veut dire qu'il y a des négociations à mener. Lui, il a tendance à tout mélanger. Il veut inclure les autres syndicats dans cette affaire-là. C'est ça, il veut attendre le mois de mars, l'ensemble des syndicats et la clôture des comptes administratifs pour revaloriser ces catégories D de l'administration. Le compte administratif, c'est l'affaire du gouvernement, c'est pas notre affaire. Nous, on est dans une perspective de résoudre ce conflit social-là. En décembre, vous aviez l'air d'accord, pourtant. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pourtant vous avez levé le mouvement au bout de 5 jours de grève.
Mais ce n'est pas parce qu'il a annoncé qu'il y a des négociations en décembre, en mars, mais parce qu'il nous a semblé qu'il était de bonne foi. Mais on se rend compte que dès la sortie de grève, il nous propose une hausse de 5 points sur... mais non, là alors que nous étions dans une fourchette de 10 à 20 points, voilà, ça n'a aucune commune mesure. Là, il est en train de nous tourner en bourrique. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Jusqu'à la grève, s'il le faut. Du coup, à quoi les Polynésiens peuvent s'attendre mardi matin? Ça dépendra de la bonne volonté du gouvernement. Ça dépendra de la bonne volonté du gouvernement et j'en appelle à la bienveillance de ce président, bien qu'il soit en métropole. Et le mouvement sera suivi, vous pensez? Vous verrez bien. Une dernière question, puisqu'on a vu qu'il y avait eu des échanges difficiles depuis le début, il y a eu des rendez-vous manqués, il y a ce qui ressemble à des incompréhensions, notamment sur le coût de ces augmentations, des mots forts employés, dictature, roitelet, vous venez de le redire à l'instant. Finalement, ça prouve que ce n'est pas la virulence des échanges qui font que les négociations progressent mieux. Non, vous savez, par le passé, j'ai eu affaire à des négociateurs qui étaient dans les anciens gouvernements, mais qui étaient beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus qui ont l'oreille et qui savent prendre les bonnes décisions et qui savent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ce soir que vous espérez de nouvelles négociations avec la ministre Vanina Krolo et peut-être une 11e proposition de la part du gouvernement ? Nous l'espérons fortement pour éviter d'aller à la grève. Merci Jean-Paul Ouirima d'avoir été notre invité ce soir. J'en prie. C'est une résidence qui n'en finit plus des conséquences de ces malfaçons sur les hauteurs de Punaouia, la résidence Amouyal et ses plus de 200 appartements. Aujourd'hui, ce sont les riverains en contrebas qui se plaignent du déversement des eaux usées dans leur jardin. Mélanie Gamblin et Dienko. Des excréments comme cadeau de Noël. Depuis le 25 décembre, Sandrine et son fils de 11 ans supportent l'odeur nauséabonde des canalisations du parc Marava. Par manque d'entretien, les eaux usées provenant de la résidence en amont ont coulé chez elles, dans l'impunité la plus totale. C'était irrespirable, on a fermé nos fenêtres pour dormir le soir parce que je vous jure, ça vous arriverait. Ça serait chez vous, vous auriez 430 000 litres de merde depuis 2 semaines qui se déversent à la maison. Je pense que vous seriez dans le même état d'agacement que nous. Et tout ça rejoint la mer, l'océan. Ça rejoint, là, en contrebas, la commune de Punaouia. Sandrine a tenté de limiter les écoulements, mais les voisins en contrebas n'y ont pas échappé. Un torrent pestilentiel s'est déversé pendant plusieurs semaines chez ce résident qui a souhaité garder l'anonymat. On a passé nos fêtes en respirant, on va dire, de la merde, hein, parce qu'il faut dire un chat. Le pic d'odeur, c'est surtout après 18h, 19h, hein, parce que les gens ils rentrent chez eux et ils utilisent leur sanitaire. Et malheureusement, ces odeurs-là arrivent à pénétrer même à l'intérieur de nos chambres, donc on a du mal à dormir. Bon, c'est pas la première fois. Et malheureusement, fort de constater que la courtoisie et la diplomatie ne marchent pas trop. Ne marche pas du tout, donc on est obligé de passer une étape au-dessus, donc d'aller un peu plus loin. Donc on va porter plainte contre X, on va saisir le juge, on va saisir le procureur pour qu'il désigne les coupables. Au vu du risque sanitaire et environnemental, le syndic de Punaveïnui a pris les choses en main et fait intervenir un prestataire. Les canalisations ont été réparées temporairement, mais la situation risque de se répéter si le réseau n'est pas entretenu correctement. La difficulté, c'est qu'aucun des gestionnaires des immeubles d'où proviennent les eaux usées ne veut être tenu pour responsable. Il faut que les responsabilités soient établies au-delà de notre fonction. C'est un sentiment de colère parce qu'on se met à la place de nos copropriétaires. On n'aurait pas souhaité, en tout cas il était hors de question que ce week-end on dorme tranquillement chez nous pendant qu'ils continuent à recevoir tous ces déchets, quoi. Le syndic affirme avoir informé la commune de Punaouia et la direction de l'environnement. Ces bâtiments, construits en 2006, sont connus pour leurs malfaçons, mais les propriétaires continuent de les rénover et de les mettre en location. La moitié de ces immeubles est aujourd'hui habitée.
Du côté du ciel, la mise en garde cyclonique est levée pour les Australes Ouest. La dépression tropicale Pita se désagrège lentement. La météo ne sera pas pour autant clémente ce week-end, même si la tempête attendue sera moins forte que prévu. Le point avec Mélissa Chong. Pita, c'est le nom donné à cette dépression tropicale. Si elle s'estompe et s'éloigne lentement des îles australes, cela n'empêche pas la commune de Rurutu de s'organiser sur tous les fronts. Ce matin, j'ai fait une réunion de la cellule de crise à 8h30 avec toutes les personnes concernées concernant la gendarmerie, mes pompiers, ma police municipale, la santé, l'équipement et tous mes départements de services de la commune pour pouvoir préparer le plan Orsec. Ça nous permet de s'entraîner et de prendre à cœur le plan Orsec et le plan communal de sauvegarde. La peur d'un cyclone n'a pas gagné la population. Bien au contraire, eau, nourriture, électricité, les habitants ont anticipé leurs besoins et sont prêts à toute éventualité. Dans ma famille, on est prêts. On a préparé des questions de lumière, sécurité, parce que ici, chez moi, à Rurutu, j'en ai tout. Question de panneaux solaires, sécurité, de lumière, question de main aussi, de préparer, question de pitons d'eau, on a tout là. Et on est rassuré. Et de nos jours aussi, on a Internet sur l'île de Rurutu. Tu peux aller sur Winguru pour vérifier, pour voir est-ce que vraiment, voilà, pour savoir un peu plus sur la dépression. Selon le Haut-Commissariat, des averses localisées, des vents modérés et une mer agitée restent possibles aux Australes. Et l'archipel de la Société a quant à lui été placé en vigilance orange pour les fortes pluies. D'importants cumuls de pluie et un temps orageux sont attendus tout ce week-end. Mr Tahiti Carl Shuntan s'apprête à participer à Mister France. Il prend l'avion mardi. L'élection nationale aura lieu le 25 janvier en banlieue parisienne. Ils sont 30 candidats à briguer le titre. Il est déjà possible de voter en ligne sur le site internet de l'élection. Et pour savoir comment il se prépare, Mr Tahiti est notre invité ce soir. Carl Shuntan, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui compte pour cette élection nationale, c'est le dynamisme sur les réseaux sociaux, le passage devant la commission de présélection et le vote du public pour atteindre le top 15. Comment vous y préparez-vous? Exactement, je me prépare bien. Je suis plutôt à l'aise dans cette préparation. J'ai déjà participé à une élection auparavant, donc je sais à quoi m'attendre pour cette élection. Et je mets toutes les chances de mon côté au niveau sport. J'essaye de faire beaucoup de sport pour avoir un bon physique pour le soir de l'élection. Et également, je me prépare à la culture générale pour le test de culture. Ah, vous venez de le dire, vous avez déjà une expérience puisque vous avez participé à l'élection nationale de Mister Chic, c'était en 2023. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Exactement, ce que je redoute le plus, je pense que ça ne serait pas l'aventure. L'aventure, ça serait une nouvelle aventure. C'est peut-être l'oral devant le jury. Mais je pense que je me suis assez entraîné avec cette ancienne élection. Et je pense que ça va bien se passer. Et en fait, le petit truc que je redoute le plus, en vrai, c'est le froid. Donc, je sais que la météo là-bas, elle n'est pas la même qu'ici. Et il faut juste que je me prépare bien à bien me couvrir pour ne pas tomber malade. Alors, la cause qui vous tient à cœur, c'est la lutte contre le cancer. Pourquoi est-ce important pour vous d'être engagé? Alors, je défends la lutte du cancer car mon papa est décédé début juillet de cette maladie. Donc, je continue à défendre cette cause en sa mémoire, mais également pour toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. J'aimerais justement sensibiliser toute la population, les habitants, et également faire des messages de prévention. Voilà, sur les habitudes de vie surtout, et sur prendre soin de soi. Alors, dans la vie, vous avez 29 ans et vous travaillez dans les restaurants et les snacks familiaux à Moorea avec votre frère jumeau et votre sœur. Comment voyez-vous votre avenir? Tout dépendra du résultat. Après, je ne sais pas comment... Mais de toute façon, peu importe le résultat le soir de l'élection, le 25 janvier, je pense que j'en sors grandi. J'aurais vécu une belle expérience. La reprise du travail, je compte bien m'investir encore plus au travail pour continuer ce que mon papa a construit pour nous.
Et ensuite, si jamais je remportais le titre de Mr. France, ça serait bien sûr de représenter notre Fénois en métropole et bien sûr promouvoir ce titre et faire tout ce que le comité me demande de faire. Alors vous avez raconté qu'au lycée, vous avez pesé jusqu'à 105 kilos. Aujourd'hui, vous enchaînez les concours de beauté. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ça a beaucoup changé. Au tout début, comment on dit, je me sentais pas bien dans ma peau. Donc j'ai décidé en fait comme objectif de perdre du poids et j'ai réussi. Donc je pense que je peux être un exemple également pour les jeunes qui vivent ça, que tout est possible, que si tu te donnes vraiment à fond, tu peux réussir tes objectifs. Et voilà, donc participer à des concours, je ne m'y attendais vraiment pas en étant jeune. Là, c'est une revanche en fait sur moi-même de mon passé. Et je ne regrette rien du tout. Et là, je pense que voilà, je peux donner accès à tous nos jeunes en fait que le changement est possible, que tout est possible. Merci Karl Schungtan d'avoir été avec nous ce soir. Les votes sont déjà ouverts donc sur le site de Mister France et l'élection, ce sera donc le 25 janvier. Merci. Exact. Merci beaucoup. Solidarité à présent avec l'annonce du palmarès des sapins du cœur cet après-midi à Tahiti. À chaque Noël, ce concours de sapins auquel participent des entreprises locales permet de lever des fonds et d'aider le SOS Village d'enfants. Cette année, une mobilisation record a permis de récolter plus d'1 900 000 francs. Ils permettront d'offrir à une quinzaine de jeunes un voyage à Rimatara, aux Australes, à la découverte notamment du Viniura. Les précisions de la directrice du village SOS de Papara, interrogée par Militou Matariri et Marcel Bono. Nous allons faire partir 15 de nos jeunes durant une semaine de découverte sur l'île de Rimatara. L'objectif de ce voyage, c'est de permettre aux enfants de découvrir aussi leur patrimoine et plus particulièrement une espèce endémique, le hura, qu'on retrouve dans les Australes. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale. La frappe ira à la grève dans la fonction publique territoriale. Les négociations semblent terminées avec le gouvernement. Le mouvement débutera mardi 0h. Le syndicat annonce, je cite, une paralysie du pays avec 90% de vols annulés. Mais le secrétaire général de la frappe ce soir ne referme pas complètement la porte et dit toujours espérer des négociations avec Vanina Krölla d'ici mardi. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. À suivre les séries Un amour sauvage et The Luminaries. Belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet